Et ben voilà, 3 jours de test dans les cartons avec, pour nous, manant sur internet, 3 petites heures diffusées. Voilà, c'était cool, vivement les prochains tests, qu'on puisse genre juste regarder une journée de pas de voiture sur la piste. Mais cette fois-ci, il y avait de la presse, qu'elle soit française, italienne ou britannique. Donc on a un peu plus d'infos à se mettre sous là-dedans. D'autant qu'on a des interviews directes des pilotes, et le maître mot, c'est qu'on est à court d'énergie. Ils en seraient pas là s'ils avaient le sponsor de cette vidéo. On va parler de tout ça, pépouze, tranquille, posément, si vous voulez soutenir la chaîne, bien évidemment. Oui, il y a Oli avec le code Clippy pour 10% de réduction, et moi j'ai 10% de commission. C'est pour ça que j'insiste autant dessus, hein, parce que ça... Eh ben ça paye l'URSSAF, quoi. Il y a tous les liens affiliés en bas, mais si ça vous intéresse pas, le Super Thanks existe. Et si vous avez pas vraiment pas envie de payer, c'est pas grave, juste le fait d'être là, juste le fait de booster, de commenter, référencer, ça me suffit. Mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri. Bienvenue dans Garage Talks. À la base, quand ce règlement faisait parler de lui, ce qui pour moi était une putain d'obsession, c'était la fiabilité. Je veux dire, entre tous les changements de dernière minute au niveau du split, le drama de ratio de compression, le fait qu'on avait 2 nouveaux manufacturiers moteurs, il y avait de quoi penser que oui, effectivement, le nerf de la guerre, ça allait être finir une course. J'étais persuadé que ça allait péter à droite, à gauche, devant, au milieu, derrière, mais non. Ce qui a du coup rendu méga zéleux le fait de faire 3 tests de pré-saison, ce qui a rendu encore plus zéleux le fait de pas diffuser des images du premier test à Barcelone. Mais il y a aussi le fait que ça doit économiser un petit billet de pas avoir débarroulé toute une régie là-bas, fait de pas avoir à retranscrire toutes les séances. Je crois pas que c'est gratuit d'uploader des images sur internet, hein. Les services de streaming, c'est coûteux. Demandez à Jeff Bezos ce qu'il pense de Twitch. Mais du coup, au final, le vrai point de discussion, c'est pas la fiabilité. C'est la perf moteur elle-même, en fait. Ça parle toujours, ceci est dit, de devoir lift and coast, hein, cette action de relâcher l'accélérateur longtemps avant le point de freinage, toute proportion gardée. Ça parle d'être à court de batterie à Bahreïn, hein. Attention, hein, le contexte là. Avant la ligne d'arrivée, donc la première ligne de timing que tu franchis, sortie du dernier virage. Et ça, en ayant une batterie pleine, au freinage du dernier virage. Il y a un onboard d'Hülkenberg qui est assez criant, où tu peux voir que A, le moteur il peine en 7, mais B, que la batterie se désintègre, fond comme sucre sous l'eau, en très peu de mètres. Ce qui fait que Verstappen, ai-je besoin de lui dire, était très vocal sur l'état de la conduite et de là où va le sport. Un état des lieux aussi désastreux que celui de ton appart du Crous. Nous devrons peut-être freiner en milieu de ligne droite à Vegas parce qu'on n'aurait plus d'énergie, est une des barres qu'il a sorties. Les voitures de 2026 sont comme des Formule E sous stéroïdes. Et une autre barre qui est sortie, qui était drôle parce que ça permet aux gens d'attaquer gratos la Formule E, sauf que la Formule E a pas de problème de dépassement en piste, elle. Ce qui est pas le cas de la Formule 1 du coup. Mais le seul argument que les gens ont, c'est gneu le bruit. Ce qui prouve que vous écoutez pas ou que vous êtes incapable de recontextualiser. On a Alonso qui parle du rôle de pilote qui est en train de mourir parce que le chef cuistot pourrait conduire sa bagnole dans certains secteurs tellement c'est volontairement lent. Et Hamilton nous parle d'une voiture ridiculeusement complexe vu leur perf de GP2. Sachant que Loulou, quand il était en GP2, c'était 2004-5, hein, genre, ça remonte, hein. Et est-ce qu'on doit parler des départs arrêtés tellement catastrophiques qu'on me dit dans l'oreillette figurative qu'il y a déjà eu des réunions pour considérer des départs lancés. Truc qui aurait pu être évité parce que Ferrari en a parlé super tôt et la FIA a dit ouais voilà non on s'en branle. Ah non désolé on s'en beurre l'arrêt. Ce qui fait qu'aujourd'hui s'il y a des considérations à avoir au niveau des starting procédures, Ferrari va juste voter non parce que eux ils ont accommodé, pas les autres. Ah bah je sais pour vous hein. Bon ceci dit on a un nouveau mème avec Sam Collins et donc juste pour ça ça valait le coup. D'ailleurs le mec m'a répondu sur Twitter, je suis quasiment une resta. Bientôt pundit sur F1 TV, hein, c'est moi qui vous le dis. Alors croyez pas que parce qu'ils parlent pas les autres pilotes sont tous d'accord, hein, selon source britannique crédible. Les trois là, le trio de champions du monde sont porte-parole d'une grosse partie de la grille qui, par peur de se faire emmerder par la FIA et la FOM, préfèrent se taire. Ou alors quand on leur demande, comme Charles, ils essayent de nuancer le discours avec un petit sourire en coin qui dit non c'est de la merde mais j'ai pas le droit de le dire. Et d'un autre côté, on a Lando, dont les déclarations vous ont fait bondir. Vous avez fait des backflips sur Twitter, apparemment, parce que vous lisez que le quote tweet et que vous lisez pas l'article et que vous resituez pas l'article dans le contexte. Alors, je m'adresse pas à tout le monde ici, bien évidemment, je m'adresse à ceux qui se sont jetés à la gorge de Lando et qui n'ont ni lu l'article, ni resitué sa quote dans le contexte. Je vous comprends. Moi aussi, Lando, il me caresse dans le mauvais sens du poil. Je trouve qu'il a une aura de détestabilité. Ça veut pas dire que tout ce qu'il dit, je dois le percevoir comme une attaque, par contre. Quand il dit que Max peut prendre sa retraite quand il veut, c'est aussi parce qu'il sait que Max en a plein le cul du sport, qui parle sûrement beaucoup plus avec Max que nous on parle avec Verstappen. Je sais pas si vous êtes au courant, ils sont potes un peu. Et qui sait que actuellement ce qui intéresse beaucoup plus Max, c'est la GT3 et l'endurance en général. C'est absolument pas différent de moi qui dit que je le vois pas revenir en Formule 1 en 2027 si cette saison est nulle à chier, parce qu'il a l'air d'avoir perdu tout en train pour la Formule 1. Donc appliquez des calmez-vous, ce que dit Lando n'est ni fallacieux, ni fouille merdeux, ni n'importe quel adjectif que je pourrais inventer là tout de suite maintenant.
Par contre, quand il s'agit de George, vous pourrez vous indigner un petit peu parce que il est dans son roleplay délégué de la classe qui casse les couilles sans arrêt. C'est un rôle, hein, c'est son mind game à lui. Moi, j'ai rien contre lui à la base, mais c'est vrai que des fois, il est particulièrement casse-couille. Ceci dit, c'est très fun de voir que après, du coup, ces déclarations, il y a plein d'autres séries ou de représentants d'autres séries de sport auto qui commencent à lui faire du pied sous la table. Bon, le NLS, bien sûr, hein, qui est déjà à genoux, lui, on a bougé des dates pour qu'il puisse participer. Comme ça, il peut participer au Nürburgring 24 plus tard dans l'année. On a Jeff Dodds, le PDG de la Formule E, qui après le tweet provoque de Di Grassi était en mode bah viens rouler une Formule E juste pour la. Ouais, viens, on n'est pas loin, on est à Jeddah. On a Brad Keselowski en NASCAR qui dit avoir une Cup Car prête si besoin. Et c'est pas anodin tout ça. Oui, bien sûr, t'as le fait de pouvoir faire de la pub gratuite. On a un des plus gros noms du sport qui est en train de dire que son sport pue la merde, hein, basiquement. Donc t'as d'autres sports qui, eux, débarquent de la forêt en mode nous, on n'est pas comme ça. Du coup, c'est cool, ça convertit peut-être 2 ou 3 viewers supplémentaires à des séries qui en ont quand même beaucoup plus besoin que la Formule 1. Ce qui est pas anodin, c'est le poids que ça a des déclarations comme ça venant d'un champion du monde qui pourrait, on y pense de plus en plus, quitter le sport. Alors imaginez s'il y en a 3 des champions du monde qui quittent le sport. Imaginez si comme champion du monde sur la grille, il nous reste juste Lando. Alors, il y a plein de trucs qui ont déjà été dit au niveau des moteurs. Ça parle de plan d'urgence pour ajouter les niveaux d'énergie. Ça parle de règlement V8 pour l'année prochaine. Ça, je vais pas vous mentir, hein, entre les gens qui colportent de la merde sur Internet parce que c'est marrant, des gens qui ont jamais tort parce que c'est des gens dans la technique et que, regarde, je suis ingénieur et je réponds à des questions sur Quora. Je suis perdu. Voilà, je suis perdu. Mon cynisme habituel, il me dit qu'ils vont rien changer pendant 5 ans. Voilà, ça va être 5 ans, on va se faire chier, et où, à terme, ils vont introduire un autre règlement qui va corriger quelques problèmes, mais ce sera trop peu, trop tard. Si je dois parler de choses certaines, il est certain qu'actuellement, le règlement, il présente d'énormes problèmes au niveau performance. Qui en soi, on s'en beurre l'arrêt, en fait. C'est pas pour rien que les catégories inférieures sont tout le temps considérées comme plus fun à regarder. Oui, il y a une corrélation perf-spectacle, mais elle est mineure. Soit c'est beaucoup plus marrant de regarder de la Formule 1 que du Patent Motorwagen Racing, mais une fois qu'on a passé un certain seuil de performance, on s'en branle. Le vrai problème, c'est que là, en Formule 1, on a trop de gestion. En WEC, la gestion, elle est moins parasite qu'en Formule 1. Et ça, malgré ce qu'en dira un certain Martin Brundle, qui a clapback après les déclats de Verstappen, où Verstappen disait que basiquement, il en a plein le cul de devoir autant gérer et que l'Aiko 200 mètres avant un virage, c'est quand même un petit peu abusé, en répondant que oui, à l'ère du turbo, on faisait déjà du lift and coast, hein. Alors monsieur Brundle, je suis pas un fouille-merde, mais je vais quand même assumer le rôle là actuellement. Finalement un peu comme Russell. Dans sa carrière, il a conduit pas moins de 4 Formule 1 avec une saveur de turbo, que ce soit V6 turbo ou 4 en ligne. Tyrrell 014, puis 015 et 2 saveurs de Zaxby's en 87. En 88, il va aller chez Williams, donc dernière année du turbo, et il roulera déjà un V8 Judd. Notez qu'il n'était pas titulaire en 88 et qu'il va juste faire un remplacement en Belgique. Donc si on se focus que sur cette ère turbo là, voire même si on prend toute sa carrière en général, niveau gestion, dans le cockpit, il y avait l'essence, oui, du coup le Laiko, effectivement, parce qu'il y a un temps où c'était ban, les refueling, les pneus, la balance de frein, et plus tard du coup dans sa carrière, donc largement après l'ère turbo, on aura les ajustements électroniques, le TC, l'ABS, peut-être même les barres anti-roulis. S'il reprenait le volant aujourd'hui, Bouk devrait se fader en plus le déploiement des batteries, mais aussi la charge, les divers modes moteurs, vachement plus nombreux aujourd'hui qu'alors. L'aéroactive, est-ce que j'ai besoin aussi de comparer la gestion des pneus à l'époque où tu pouvais presque no-stop une course, et aujourd'hui avec des pertes de performance programmées. Et le problème à cœur, celui qui est le plus cité par Twitter ou qui est utilisé en bullet line en tête de l'article, c'est qu'il compare le fait que les pilotes doivent lift and coast en qualif maintenant, et donc gérer, avec le fait que dans les années 80, quand on avait des moteurs turbo qui prenaient 1000 chevaux en qualif, on pouvait pas faire plus de 2 tours avec, et que des fois, il nous manquait 400 chevaux à la fin du tour. Et je sais pas à quel moment ça paraît être un contre-argument ou une défense crédible au fait que les pilotes doivent maintenant lift and coast en qualif. Ça me permet de mettre des images de mon Alpine, Benetton préféré en qualification, une qui avait un moteur qui montait jusqu'à, paraît-il, 1800 chevaux, mais qui n'a jamais été poussé au-delà de 1400 en Formule 1. La gestion en Formule 1, comme dit Alonso, elle tue le rôle de pilote, pas parce que c'est ce que veut la FIA, mais parce que la manière la plus rapide de finir une course, maintenant, c'est de gérer. Ou en tout cas, c'est le cas avec ce que la FIA donne comme règle.
La FIA et la FOM, ils ont un immense problème à chaque règlement. Faut d'abord faire plaisir aux constructeurs, qui ont de moins en moins envie d'être en sport auto, parce que ça coûte cher et que c'est pas en adéquation avec l'image écologique actuelle dictée par les entreprises dont nos décisionnaires sont souvent actionnaires. Ah non, une vanne politisée. Faut créer du spectacle, parce que le fan moyen bugle sur Twitter et qu'il faut vendre des tickets VIP à Miami au poteau de Jeff Bezos. Et faut aussi garder l'image de pinacle du sport auto. C'est quoi le pinacle du sport auto, du coup? À part celui qu'on a marketingement décidé que ce serait, c'est-à-dire la Formule 1. Il y a 3 ans que j'ai posé la question sur TikTok, peut-être même 4. Et j'ai essayé de réécrire cette vidéo 7 fois. Et le problème, c'est que je suis incapable de répondre parce que c'est ultra contradictoire. Le plus de fun que j'ai eu de ma vie en matant du sport auto, que ce soit l'ambiance ou que ce soit genre ce qui se passait, c'était du Banger National Racing britannique. Alors, c'est juste Wreckfest IRL, sauf que après avoir joué à Wreckfest, tu commandes un McDo, là tu vas au pub du coin, c'est Banger and Mash pour tout le monde, tu splits de G avec une rousse et tu te souviens pas de ce qui se passe après. Mais on est d'accord, c'est pas quelque chose de sérieux et c'est pas ce qu'on veut voir en Formule 1. Donc balayons ça pour l'instant, ok? Le plus de drama et d'action en piste que j'ai vu par contre, c'est la Formule E. Et ça vous broie le cul de l'admettre parce que vous voyez qu'on vous impose de plus en plus les lecs dans le civil. Du coup, votre réaction est épidermique et vous allez à l'exact opposé extrême, c'est-à-dire dire que c'est de la merde alors que vous avez pas maté une seule course en toute bonne foi. C'est juste un autre type de sport auto. C'est comme l'AFL, c'est pas du goût de tout le monde, tu vois, mais ça existe et c'est un sport. Ce serait complètement con de comparer ça au football. Et si je reviens sur la Formule E, par contre, je suis d'accord que l'aléatoire qui découle de ces courses-là est un peu à double tranchant, surtout pour le spectateur moyen qui débarque à peine. Et puis c'est aussi un championnat où la gestion a un rôle qui est énormissime. Donc mettons ça de côté. Soit dit en passant, je n'aime pas non plus le fait qu'on nous impose de plus en plus sa voiture électrique dans le civil. Je pense que la techno a du mérite. Je pense que c'est intéressant, mais que c'est pas pour tout le monde. Je pense surtout que c'est trop jeune en l'état pour mon utilisation à moi d'un véhicule. Il y a plein de quirks qui m'emmerdent. Je suis pas pro-élec, je suis pas anti-élec, je suis pro-bonne bagnole. Mais le pinacle de la performance, pour le sport, c'est la Formule 1. Ou en tout cas, ça l'a été souvent. Et à chaque fois qu'on repousse les limites des performances, la qualité de la course, elle, régresse. On a des trucs de plus en plus figés. Pas l'année dernière. Je crois qu'on a toute la grille sur une seconde. On s'est fait chier. Bref, vous aurez compris mon point, il n'y a pas de formule miracle. Et la Formule 1, son gros problème, c'est qu'elle a le cul entre 4 chaises. On peut pas réellement donner un règlement avec des performances similaires pour tout le monde. Ni donner un truc ultra performant niveau moteur comme V8 Atmos à l'époque. Parce que dans ce cas, il n'y a plus d'intérêt pour les constructeurs. Donc eux se barrent. D'où l'intérêt à quand même conserver beaucoup de privé. C'est quelque chose dont je parlais dans la vidéo Ma vision à moi sur mon règlement technique. On peut pas donner non plus un règlement trop simplifié pour créer des courses resserrées parce que si on devient plus lent que la Formule E, alors on a un énorme problème de branding. On peut pas non plus se permettre de filer des règlements comme on a, parce que tous les gimmicks là, la batterie, l'aéroactive, SO à tous ceux qui pensaient que le DRS était mort, et ben ça crée pas plus d'opportunités de dépassement au final, ça crée de la gestion. Parce que paradoxalement, c'est en gérant que tu gagnes une course plus rapidement maintenant. Parce que oui, j'ai bon dos de moi aussi faire des vidéos dans lesquelles je donne mon calendrier voulu et mon règlement technique préféré, mais je sais très bien que tout ça est folie douce. Et je sais très bien que le taf de la FIA et de la FOM à ce sujet-là, il est pas enviable. Parce que si demain ils font ce que je fais, ils perdent 100% des manufacturiers. Il y a peut-être que Ferrari qui reste. Et encore. Et encore. Bon, maintenant que j'ai vidé mon sac sur tout ça, parlons des essais. Le but de la vidéo aussi. Je me rends compte qu'au niveau runtime de la vidéo, si je cote pas des trucs, on va soit faire 45 minutes, soit devoir faire 2 vidéos trop courtes. Le cutting room floor, il est... On nage dans la pellicule ici. Bon, ceux qui ont le plus impressionné, c'est Red Bull. Selon tout le monde et son clébard dans le paddock en tout cas. C'est de la référence qui, niveau aéro, surprend pas trop, mais niveau moteur, a de quoi. Oui, on pourra affirmer tant qu'on veut, mais non, c'est pas une surprise. Ah, il y a des ex-Mercedes, il y a des ex-Honda, il y a de la propriété intellectuelle. Oui, c'est une entreprise jeune qui débarque et qui, en comparaison d'Audi, qui est pas de la petite bière et qui a aussi débauché ailleurs, a l'air beaucoup plus sereine et qui ont pas une batterie full drainée à la première ligne de timing, mais à la fin de la pit lane, ce qui est incommensurablement avantageux versus Audi. Bon, il y a beaucoup de propagande Merco aussi dans cette histoire. Red Bull est mis sur un piédestal, j'ai pas vu un seul pilote motorisé par la marque à l'étoile aller à l'inverse de la Toto Wolff propaganda. On a surtout Russell qui nous sort l'acting maximal quand on lui demande. Donnez-lui un Oscar. Pas Piastri, le
le truc à la con là que l'académie adore donner pour récompenser. Je pense que même si Red Bull est encore à l'apex, ce qui a surpris tout le monde, hein, c'est les temps day one. Max qui downshift en pleine ligne droite pour genre recharger la batterie. C'est un truc qui a tout de suite été copité par tout le monde, mais c'est un truc que Red Bull va pouvoir surexploiter parce que la boîte. C'est aussi un reality check pour Mirko parce que il se voit peut-être réellement derrière Red Bull malgré le drama de compression moteur. Parce que RBPT avec Red Bull et Racing Bull, donc seulement 2 équipes, hein, ils ont fait plus de la moitié du nombre de kilomètres à Barcelone que toutes les équipes Mercedes ont faites réunies. Mirko a 4 équipes. Hein. Moi je suis désolé, même s'il y en a plein qui vont voir ça comme étant pas surprenant parce que je suis un observateur fin et incroyable, c'est surprenant. C'est plus que surprenant. J'ai aucune confiance dans Wolf quand il dit oh, on a 1 seconde de retard. Je sais pas pourquoi j'ai fait Schwarzenegger. Je pense que Red Bull est effectivement un des chevals les mieux cotés, un des taureaux les mieux cotés pour l'instant. Mais je pense que leur carte secrète, c'est la boîte. Là où tout le monde a les yeux rivés sur la compression moteur ou la qualité de l'essence, Red Bull a un premier rapport, une transition 1-2-3, 3-2-1, vachement plus utilisable que la concu. Ce qui permet des downshifts de bâtard et ce qui permet une meilleure drivabilité. Et c'est pas un truc, je vois personne en parler. Parce que du coup, ça leur permet aussi de recharger la batterie plus efficacement. Par contre, il faudra mettre des pièces sur les boîtes de vitesse qui pètent en Australie parce que ce soit Red Bull ou les autres, hein, tout le monde va devoir taper dedans pour recharger la batterie. Donc, soit les bagnoles vont être en surpoids parce qu'il faut vraiment renforcer de ouf, soit il n'y a plus de boîte à la fin de la course. Je pense que ça va être le vrai déterminant de fiabilité au final. Chez Ferrari, on a eu un test un peu en dents de scie avec un début de test où la voiture avait l'air imbuvable. Pronto. Lewis. Mais en fin de test, la voiture avait l'air beaucoup plus sereine. J'espère que c'est juste parce qu'ils ont figuré un peu plus leur plateforme méca / aéro et pas parce que c'est une merguez qui est pas setupable à moins que t'aies fait 3 jours de test non-stop dessus. Par contre, en parlant de Féfé, As, équipe cliente, je continue, je persiste, je signe. Ça roule bien, genre vraiment très bien. C'est silencieux, tout le monde sourit, tout le monde est content. Et Berman a besoin d'être un peu plus discret devant les caméras aussi. Parce que du coup, on sait qu'il y a un package d'upgrade qui arrive rapidos. C'est peut-être un règlement que As a bien négocié et je prie pour leur première victoire cette année. D'autant que l'investissement Toyota va sûrement commencer à payer que l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'il y a des bases ultra saines pour que Toy puisse vraiment genre débarquer, mettre son nom dessus et puis foutre un moteur à eux derrière quoi. Continue avec les bonnes surprises Ferrari. Cadillac, qui, oui, il y a eu quelques couacs, il y a eu 1 ou 2 immobilisations si je ne m'abuse, mais le progrès sur la semaine était énorme. Tout le staff est ravi et ça parle du feedback ultra constructif de Checo et de Valoche. Et même si on ne peut pas prendre les perfs pour acquis et qu'il y a vraiment que la fiabilité qui peut être jugée sur des essais, parce qu'on peut voir la longueur des relais, parce qu'on peut voir si effectivement ils ont des moteurs avec ils ont ouvert les ouïes pour faire cuire des saucisses. Si on regarde les temps, qu'on devrait pas faire, hein, Cadillac, ça donne des airs de lower midfield, ce qui est vraiment très positif pour eux. On a aussi Audi qui a débarqué avec une Evo. Waouh, les pontons. Oui, c'est la vraie Audi. 2 packages pontons différents. Et en comparaison avec Barcelone, ça a nettement plus roulé. Et ça a aussi nettement moins peiné. Il y a aussi eu un autre nez testé. Et si tout cela semble encourageant, la crainte, pour l'instant, moi là, mon petit token Clipidaclip, c'est sur les moteurs. Parce que oui, tu peux réduire la casse avec un package aéro qui est ultra low drag et qui est formidable et efficient. Si t'as plus de batterie aussi rapidement que Hulk avait l'air de plus en avoir. Oh, ça sent le fond de grille. Oh, t'as 150 mètres et t'as plus de batterie, quoi. Aïe, surtout que l'onboard de la voiture, putain, c'est pas serein. Hein. C'est vraiment pas... J'ai risqué à mettre quelques images quand même. C'est vraiment pas serein. Aide Canal+, avant de me souffler dans les bronches, est-ce que vous pouvez m'envoyer un DM? Est-ce qu'on peut négocier un truc? Non, parce que j'ai perdu 5 ans d'espérance de vie à cause de vous, quand même. Bon, Williams est en meilleure forme que ce que je pensais. McLaren, fiable, mais... je sais pas. Genre, aucune vague. Donc, je sais pas, je les vois pas dans le coup cette année. Et ça, c'est juste genre du gut feeling. Il y a aucune preuve corroborante à ça. Bref, comme d'hab, quoi, on a zéro idée des perfs, sauf pour une équipe. Savoir Aston Martin, à la base, on devait faire une section complète dessus, mais la section, c'est une vidéo, c'est pas une vanne, c'est une vidéo à part entière. Et on a encore 3 jours de test qui arrivent devant nous. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais me retenir d'émettre une opinion sur Aston Martin, qui de toute façon est pas différente de celle que vous avez déjà entendue. Ça a l'air de puer la merde, le moteur Honda est pas bon. Et ce que j'aurais juste rajouté, c'est que la drivabilité de la voiture est sûrement doublement pénalisée par une nouvelle boîte de vitesse qui, c'est la première fois que Team Silverstone fait leur boîte de vitesse, je crois. Du coup, plutôt que de vous sortir un truc qui est un peu rushé, alors que j'aimerais vraiment plus me pencher sur Aston, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce que j'ai écrit, j'ajouterai des nouveaux éléments qui viendront des 2e essais à Bahreïn, et j'incorporerai ça dans la vidéo qui débriefe les 2e essais à Bahreïn. C'est bon? On est tous bons? Bon, je rends la parole à Clippy Face Caméra.
Bref, beaucoup de choses sûrement à débriefer la semaine prochaine. Et Clip qui vous fait d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Suivez-moi absolument partout sauf dans la rue, Twitter, Instagram. Ici aussi, hein, abonnez-vous. Twitch, on fait des jeux de bagnole, des fois on fait des pas jeux de bagnole, des fois on fait des jeux de navion. Bref, c'était Clip. Abonnez-vous partout. Inky, le mot de la fin? Je sais même pas si on va t'entendre ma puce. Bisous.